Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau live comme tous les matins, 10h midi. On se retrouve, il est 10h03. On est le 13 mars 2026. On se retrouve une nouvelle fois en live pour discuter football. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez une bonne matinée. Je suis heureux de vous retrouver. Et, euh, et on va pouvoir démarrer tranquillement. Bienvenue à tous ceux qui sont sur le live TikTok, ceux qui sont sur le live Twitch. Euh, J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler football. On va discuter des matchs de hier soir. Évidemment, on va parler Europa League avec les matchs de Lille et de l'Olympique Lyonnais. On va parler aussi de Conference League avec le match de Strasbourg. Et on parlera des matchs de ce soir. Évidemment, ce soir, on est vendredi soir. Donc, le match de Ligue 1. On parlera de l'Olympique de Marseille. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. On va parler aussi Bundesliga, Saudi Pro League, Liga, Ligue 2, Serie A, Super League aussi. Donc installez-vous bien. Et évidemment, on fera notre petite revue de presse comme d'habitude. Euh, Aujourd'hui, on parlera de pas mal de choses. Dans l'actu football, je sais pas exactement ce qui est sorti. J'ai pas fait mon travail juste avant. Mais en tout cas, j'espère que vous allez tous bien et ben, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat, que ça soit sur TikTok, sur Twitch. On est là pour discuter de l'actu football tous les matins. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, petit point promo quand même juste avant, si vous n'avez pas le temps de m'écouter, vous aurez la rediffusion sur les plateformes de podcast, évidemment Apple Podcast, Spotify, Deezer et Amazon Music, ou sur la chaîne YouTube à TrickFR. Sur la chaîne YouTube, on a fait pas mal de choses cette semaine, on a 2 vidéos qui sont sorties sur la Ligue des Champions, notre tableau jusqu'à la finale. On a aussi une vidéo Farmer Streak, l'émission que vous avez l'habitude de voir, l'émission où l'on débriefe chaque journée de Ligue 1. Tout est disponible sur la chaîne YouTube et évidemment les plateformes de podcast, les rediffusions de ces lives. On a la petite conférence de presse de Claude Puel et Dante, le coach et le capitaine de l'OGC Nice, qui est sorti hier sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat ou encore X ou Fred. Donc n'hésitez pas à aller voir, dites-moi ce que vous en pensez, si tout est bon. Et voilà, je pense que... Et après, vous avez évidemment le site Classic Football Shirt, où vous pouvez retrouver tous vos maillots avec le code ATRICFR10. Il y a moins 10% sur le site Classic Football Shirt. N'hésitez pas à passer par le lien qui est dans la bio YouTube ou la description des vidéos, évidemment. Voilà, je pense qu'on va pouvoir démarrer tranquillement. Je vois qu'il y a quelques personnes qui rejoignent. Euh, donc voilà. Euh, on va démarrer tout doucement avec l'Europa League, évidemment. Ah, tiens. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, oui, on va démarrer tranquillement. Je suis un peu à l'ouest aujourd'hui, les amis. On est vendredi, c'est la fin de semaine. On est toujours un peu dans les vapes. Mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? Ok, ouais. Bon, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, voilà, on est parti les amis, que ça soit sur Twitch, sur TikTok, n'hésitez pas à vous manifester, n'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok et Twitch. Sur Twitch, évidemment, vous l'avez, c'est @trickfr1 et sur TikTok @trickfr. On va pouvoir démarrer sur les matchs d'hier. On va démarrer direct sur l'Europa League et nos équipes françaises. On avait le LOSC qui jouait à 18h45 hier, jeudi. Donc, on rappelle, huitième de finale de Ligue Europa, évidemment, Europa League et Ligue Europa. Euh, et le LOSC qui a perdu contre Aston Villa, alors qu'il s'est pas fait... qui a pas perdu sur un énorme score, juste un petit but à zéro, un but à zéro pour Aston Villa. Donc rien n'est perdu pour Lille, mais par contre c'était un match à domicile, donc il y avait quand même cet avantage d'être à domicile pour les nordistes. Et ça a été une défaite. On sait que Lille en ce moment, c'est pas facile, ça joue pas forcément très très bien au football. Aston Villa aussi,
En première ligue, c'est pas la plus belle équipe à voir en ce moment, hein. Ça a fait un très très bon début de saison. En ce moment, ça perd pas mal de matchs quand même. Ça prend pas mal de buts. Après, ils ont beaucoup de blessés. Donc, sur cette opposition, Aston Villa était quand même favori. Donc, ça a été une victoire, on va dire, logique pour Aston Villa. Sur les compos, présentés par Bruno Genesio. On avait Berke Ozer dans les cages, hein. C'était un 4-2-3-1 avec évidemment Romain Perrault à gauche, Aïssa Mandi, Chancel Mbemba qui était dans la défense centrale, pas de Nathan Ngoy, Thiago Santos à droite. Au milieu de terrain, on s'attendait. Enfin, moi, je m'attendais plutôt à voir Benjamin André et Ayoub Boadi. Au final, Bruno Genesio a choisi l'expérience avec Nabil Bentaleb. Et en attaque, on avait donc Akon Haraldsson en numéro 10, Olivier Giroud en 9. Donc ça, je vous l'avais annoncé par contre. Sur le côté gauche, je pensais voir Mathias Fernandez Pardo. Ça a été Gaëtan Perrin. Moi, j'aurais plutôt mis Gaëtan Perrin à droite. Euh, et Fernandez Pardo à gauche. Au final, Perrin était à gauche et à droite, c'était. Alors, comment il s'appelle? Nathanaël, c'est ça? N. Ngalayel. Je l'ai francisé directement. Ngalayel Mouko qui était bien titulaire à droite. Et j'ai directement perdu mon match. Donc voilà pour la compo de Lille. On voit sur les notes, hein, l'attaque lilloise n'a pas du tout été bonne, hein. 5 de notes pour Haraldsson, 5 de notes pour Giroud, enfin 5,1, et 5,4 pour Gaëtan Perrin. Côté Aston Villa, Emiliano Martinez était bien dans les cages. Bogarde à droite, Konsa, Torres en défense centrale. Lucadine, je pensais qu'il serait sur le banc et que ça serait Madsen qui serait titulaire. Non, il était bien titulaire. Douglas Luiz, Onana au milieu de terrain. Jadon Sancho à droite, Rogers derrière l'attaquant et Buendia à gauche. Et devant, on avait Oli Watkins qui a marqué le seul but du match, hein. La meilleure note de ce match a été attribuée, bon après c'est une note flashcore, hein, toujours faire attention, à Emiliano Martinez, hein. Il a 3 arrêts, il a 44 passes quand même, Emiliano Martinez. Donc voilà, il a touché 51 fois le ballon. Ça n'avait pas l'air d'être un grand match non plus. On va aller directement sur les stats entre Aston Villa et Lille. Donc 0,51 d'XG, 0,32 win. Ça devait pas être le match de l'année quand même, hein. 51% de possession pour Aston Villa, 9 tirs, 1 seul cadré, 7 tirs, 3 cadrés pour le LOSC. Qu'est-ce que l'on avait? On avait 86% de possession des deux équipes, enfin 86% de passes réussies pour les deux équipes, hein. Ça n'a pas dépassé les 500 passes pour une des deux équipes, donc le rythme devait être assez lent quand même. Aston Villa qui a touché une fois le poteau ou la transversale. 5 hors-jeu pour Lille, hein, ça n'a pas été très bon pour ça. Et qu'est-ce qu'on a? Donc 3 arrêts de la part de Emiliano Martinez, 0 de la part de Berke Ozer. Donc sur le déroulé du match, hein, en première mi-temps, ça n'a pas été... il s'est pas passé grand-chose, pas de carton jaune. Beaucoup de tirs de la part de Lille, hein, plutôt une domination lilloise, en tout cas dans les tirs, hein. 5 tirs 1 cadré, 3 tirs 0 cadré pour Aston Villa. Mais il y avait quand même la possession côté anglais. Emiliano Martinez qui fait quand même un arrêt sur cette mi-temps. Mais le match s'est décanté en deuxième. À la mi-temps, Bruno Genesio décide de faire entrer Ayoub Boedji à la place de Benjamin André, qui était blessé. Qu'est-ce que l'on avait? Il va faire un changement non prévu. Il souffre d'une blessure, d'accord. Fernandez Pardo qui rentre à la 52e minute parce que Gaëtan Perrin, cette fois-ci, est blessé aussi. Donc on a déjà 2 changements de la part de Bruno Genesio. À la 61e, Oli Watkins qui vient marquer le 1-0. Donc Emiliano Buendia envoie un long centre sur la tête d'Oli Watkins qui ne se loupe pas et marque un but à bout portant sous la barre. Donc voilà, 1-0 pour Aston Villa, Thomas Meunier qui rentre, Félix Correa qui rentre, hein. Il n'y a pas forcément beaucoup de choix. Bruno Genesio sur le banc. Et après, côté anglais, Tammy Abraham, McGinn, Madsen et Leon Bailey qui font leur rentrée. 83e, Djaoun aussi. Et Harvey Elliott, je pensais qu'il était blessé. Mais voilà, ça va être un grand match. Il y a 2 cartons jaunes, hein, pour des pertes de temps pour Emiliano Martinez et Lucas Digne.
qu'on se remette un peu les stats. Non, pas les stats, les changements. Ah, voilà, les joueurs absents, hein, on avait quand même Mati Cash blessé, Boubacar Kamara et Yuri Tillmans côté Aston Villa. Et à Lille, c'était Igaman, évidemment, Mbappé, Sarawi et Touré qui étaient blessés. Voilà. Donc défaite pour Lille, il y aura un match retour hein, évidemment au Villa Park. Il faudra que Lille en fasse vraiment beaucoup plus pour s'imposer. On disait hein, de toute façon Aston Villa est favori. Et il va falloir que Lille en fasse vraiment plus parce que sinon ça risque d'être fini pour en huitième de finale pour l'équipe lilloise. Voilà, on va aller sur notre deuxième équipe française quand même. L'Olympique lyonnais. Lyon qui a réussi à accrocher le match nul en fin de match à la 87e minute. Mais avant ça, on va démarrer doucement sur ce match. On va aller checker les compos. Juste avant, on fait une petite pause. Désolé, je dois aller me moucher. Je vais éviter de vous montrer ça sur le live. Mais je suis toujours présent avec vous. Je reviens d'ici quelques instants, hein. Hop, on est de retour, hein. C'était juste le temps de se moucher et je suis de retour. Désolé. Hop là. Donc, sur l'Olympique lyonnais, on avait un 4-2-3-1 présenté par Paolo Fonseca. Avec évidemment Dominique Greff dans les cages. La défense centrale. Alors, on pouvait s'attendre à un Tanner Tessman en défense centrale. Avec les absences de Maitland Nice et comment il s'appelle, Ruben Kluivert. Au final, Paulo Fonseca a opté avec la charnière centrale Matania Kate du classique et à droite, c'était Kango qui était titulaire. Steve Kango, hein, jeune joueur de 19 ans en 2006, hein, qui était titulaire à droite pour l'Olympique lyonnais. J'ai une nouvelle fois perdu mon match, voilà. Donc Steve Kango qui était titulaire à droite lors de ce match. À gauche, c'était Nicolas Tagliafico. Alors Steve Kango, on l'a jamais vu, hein, que ce soit en Ligue 1. Je me souviens pas l'avoir vu en Coupe de France pour l'Olympique lyonnais. Mais bon, ça a été un choix fort de la part de Paulo Fonseca. Sur les stats, est-ce qu'il fait un bon match, un mauvais... Il a un tir, bon, un tir non cadré, un tir en dehors de la surface en plus. Il a 3 touches dans la surface adverse, 1 sur 2 au dribble réussi, 73 touches, une faute subie, 94% de passes réussies, 90% de passes réussies dans le dernier tiers, 40%, il a 2 centres sur 5 réussis, il a 14 duels, 1 sur 2 au duel aérien et 3 sur 12 au duel au sol remporté, un tacle sur 1 réussi et 5 fautes commises par contre un bon. Ça c'est la jeunesse. On disait à gauche Nicolas Tagliafico. Au milieu de terrain, Tyler Morton, Corentin Tolisso étaient bien présents. Je vous l'avais annoncé, Abder Vinicius serait bien sur le côté gauche avec Noah Narté et Hendrik à droite. Et Yaremchuk devant. Hendrik a eu la meilleure note, hein, 8,8. On va aller voir ses stats. Il a 7 tirs, Hendrik. 2 cadrés par contre seulement. Il a 4 tirs contrés. 7 tirs en dehors de la surface. Sur les 7 tirs, il a tiré 7 fois en dehors de la surface. Vraiment un zinzin lui. 6 touches dans la surface adverse. 1 sur 3 au dribble réussi. 59 touches. 93% de passes réussies, hein, mais 28 sur 30. Une occasion créée. D'accord. 7 duels, 1 sur 2 au aérien et 3 sur 5 au duel au sol remporté pour Hendrik. Et c'est lui qui marque le but de l'égalisation, surtout pour cet Olympique lyonnais. Côté Celta Vigo, donc on avait un 3-4-2-1 présenté avec Radu dans les cages, Starfelt, Marcos Alonso, Rodriguez en défense, dans la défense à 3, Minguez à gauche, Rueda à droite, Ilech Moriba, Vecino au milieu de terrain, Svedberg et Iglesias devant et Iago Aspas. Iglesias qui s'est fait expulser, Iglesias. Quand même, il a quand même un talent lui, hein, avec sa grosse barbe, de se faire expulser donc
Borja Iglesias, hein, évidemment. Donc sur les stats, qu'est-ce qu'il a? Il a 2 tirs, 2 cadrés. En plus, il fait pas un grand match. Il se fait expulser du coup à la 54e minute, Borja Iglesias. Ce qui a plutôt aidé l'Olympique lyonnais. Donc sur le match, hein, il prend son premier carton jaune déjà, donc Borja Iglesias à la 20e minute. On n'a même pas vu les stats, on va aller sur les stats avant de parler du déroulé du match. Donc 1,08 d'XG pour Lyon, 1,10 pour le Celta Vigo. Bon là déjà c'était un peu plus que le match de Lille. Merci à Lisa Marie pour le cœur sur toi une nouvelle fois. Merci beaucoup pour les cadeaux tous les matins. Ça fait extrêmement plaisir. Sur les stats de Lyon-Celta Vigo, sur la possession de balle, 71% de la part de l'Olympique lyonnais. C'est plutôt énorme, hein, 68% en première mi-temps, 76% en deuxième mi-temps. Donc le Celta qui a dû défendre vraiment comme des fous. Au niveau des tirs, c'est 20 tirs, 6 cadrés pour l'Olympique lyonnais, 5 tirs, 3 cadrés de la part du Celta Vigo. 7 corners côté Olympique lyonnais. On a 93% de passes réussies, avec 700 passes au total pour l'Olympique lyonnais, seulement 288 pour le Celta Vigo. On a un carton rouge, on a dit Borja Iglesias, et après voilà, toutes les stats vont plutôt dans le sens de l'Olympique lyonnais, sauf en défense, il y a pas mal de fautes dans ce match. Les duels remportés ont été du côté du Celta, 40 duels remportés, seulement 32 pour l'Olympique lyonnais, 40 dégagements, 9 interceptions, et après 5 arrêts de la part du gardien et 2 arrêts pour Dominic Grave. Donc on disait sur le déroulé du match, Borja Iglesias qui prend son premier carton jaune à la 20e minute, Rueda qui vient marquer à la 25e sur une passe en rentrée devant la ligne de but de Williot Vedberg qui trouve Javier Rueda, j'ai pas vu le match. Ok, donc c'est sur une passe en retrait. Et c'est l'ouverture du score pour les Espagnols. À la mi-temps, c'est Jutla qui vient rentrer et Carrera côté espagnol. Mingueza qui prend un carton jaune pour tirage de maillot. Nicolas Tagliafico aussi pour une faute. Et à la 55e minute, c'est Borja Iglesias qui se fait expulser sur un coup de coude. Alors, je ne sais pas c'est sur qui. Je sais pas sur qui il a mis le coup de coude, mais en tout cas, il se fait expulser. On a Ristic, Duran qui rentre pour le Celta. Et en fait, Paulo Fonseca attend bien la fin du match pour faire ces changements tactiques qui vont payer. Rémi Imbert à la place de Nicolas Tagliafico. Rémi Imbert qui se blesse au bout de 3 minutes. Et c'est Adam Karabec qui le remplace. Et après, on a Aurel Mangala qui fait son retour aussi à la 85e en remplacement de Tyler Morton, Tanner Tessman à la place du jeune Kango, Hamdani à la place de Noah Narté. Et c'est bien Edric qui vient marquer sur une passe décisive de Clinton Mata. Et donc, but à la 87e minute, égalisation à la 87e minute pour l'Olympique lyonnais. Et donc, c'est un match nul en Espagne pour l'Olympique lyonnais. Donc ça, c'est une bonne nouvelle qu'ils aient pu faire le 1 but partout. Comme ça, au Parc OL Stadium, les Lyonnais auront un petit avantage quand même à domicile. Et il faudra donc s'imposer pour les Lyonnais. Voilà pour nos deux équipes françaises en Ligue Europa. On avait tout de même le match entre Bologne et l'AS Roma, donc ça a été un but partout. But de Lorenzo Pellegrini côté AS Roma, Bernardeschi, lui qui est revenu de la MLS cette saison. Donc ça a été un match nul entre Bologne et l'AS Roma. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match, le 3-4-1-2 présenté par Gianpiero Gasperini avec toujours pas mal de blessés côté Roma. Voilà, je cherche un. Robinova s'est rentré à la mi-temps à la place de Saragossa. Saragossa, ouais. Oui, ok. Ok, Jonathan Rowe, l'ancien de l'Olympique de Marseille, était aussi présent. Toujours titulaire avec Victorino Italiano. Voilà, Bernardeschi qui était titulaire et qui a marqué. Donc ça a été un match nul entre les deux équipes italiennes. Le retour sera au Stadio Olimpico, évidemment. Qu'est-ce que l'on avait aussi? Panathinaikos, Betis Séville, qui s'est fini avec
des cartons rouges des deux côtés. Mais victoire du Pana, hein, les Grecs qui s'imposent contre le Betis. Côté Betis, on avait bien un peu tout le monde, hein, Cucho Hernandez, Ezalzouli, Anthony, Fornals, étaient un peu tous présents, pas de Bakambu qui était sur le banc, qui n'est pas rentré. Hector Bellerin aussi était sur le banc, qui n'est pas rentré. Et on a toujours Sofiane Amrabat, Isco et Lo Celso blessés. C'est quand même 3 absents de taille pour l'équipe du Betis. Donc ça a été une victoire pour le Pana. Dans cette équipe du Pana, on a Renato Sanchez, le Portugais, l'ancien du Paris Saint-Germain, l'ancien du LOSC, l'ancien du Bayern Munich aussi, de Benfica, qui joue maintenant en Grèce. J'avais pas l'information. On a aussi Facundo Pellistri, l'ancien de Manchester United, qui n'a jamais réussi à montrer l'étendue de son talent. On a Alban Lafont aussi, j'avais oublié que Alban Lafont était le gardien du Pana qui a fait un bon match, 6 arrêts de la part de Alban Lafont. Et donc ça a été une victoire pour le Panathinaikos. Côté expulsion, c'est Lorente du coup, Diego Lorente qui s'est fait expulser et ça a été un penalty du coup pour le Pana dans cette victoire, alors qu'avant c'était Zarouri Anas Zarouri qui s'était fait expulser lors de ce match côté Pana. On continue, le FC Porto qui s'est imposé contre Stuttgart avec Terem Moffi, l'ancien niçois qui était bien titulaire lors de ce match. 2 anciens niçois même qui étaient titulaires avec Rosario et Terem Moffi. Seko Fofana était aussi bien là. Thiago Silva dans la défense centrale. Rodrigo Mora dans ce milieu de terrain qui a marqué. Et donc pas mal d'anciens de Ligue 1 quand même dans cette équipe du FC Porto. Côté Stuttgart, on avait bien Undav derrière l'attaquant. Qui est-ce qu'on peut noter? Le frère Narté, il me semble. Il me semble que c'est son frère en tant que latéral droit à Stuttgart. Je regarde, Zagadou n'était pas présent. Oui, donc ça a été une victoire du FC Porto à l'extérieur. Donc Terem Moffi qui vient marquer à la 21e minute. Rodrigo Mora qui vient doubler la mise pour Porto à la 27e. Égalisation à la 40e de Undav pour Stuttgart. Et après, en deuxième mi-temps, on a eu un but refusé pour Angelo Stiller. Mais voilà, ça a été une victoire du FC Porto dans ses 8e de finale de Ligue Europa. Donc Lyon-Vigo, on en a parlé. Ferencváros, Braga, victoire de 2-0 de la part de Ferencváros sur un but de Kaniszewski et de Joseph. J'avoue que les équipes, je les connais très très peu. Donc on va vite passer sur ce match. Mais en tout cas, Ferencváros qui l'a remporté 2-0. Genk Fribourg, victoire des Belges de Genk avec un but de El Ouadi. Là aussi, pareil sur ces deux équipes. Ibrahima Bangoura. Ah non, c'est pas. Du coup, c'est pas Ismaël Bangoura. Du côté de Genk. J'essaie de checker un peu les compos si on connaît un ou deux joueurs. J'avoue que je connais pas grand monde dans ces matchs d'Europa League. Donc on va pas aller checker, je vous le dis, sur les matchs de Conference League, mais victoire de Genk 1-0, et après Nottingham Forest qui a perdu contre Midtjylland. Nottingham Forest qui avait réussi à éliminer Fenerbahçe lors des phases de barrage, mais qui perd contre Midtjylland à domicile, 1-0. Donc cette équipe de Midtjylland, danoise évidemment, qui s'est imposée contre Nottingham Forest. Voilà pour les résultats d'Europa League. En Conference League, Alkmaar contre le Sparta Prague, ça a été une victoire 2-0, 2-1 pour Alkmaar. Le Shakhtar qui s'est imposé 3-1 contre Lecce. On va peut-être aller voir les buteurs. Donc c'est Marlon Gomez, Nou Wharton et Isaac et Silva. On connaît pas mal de Brésiliens qui jouent dans cette équipe du Shakhtar. Donc victoire pour les Ukrainiens. Strasbourg qui s'est imposé 2-1 contre Rijeka. On va aller directement sur ce match. Un but de Joaquin Panicelli dès la 2e minute. Et c'est Martial Godot qui a doublé la mise à la 72e. Donc 2-0 pour Strasbourg. Et enfin, c'est du côté Rijeka, c'est Maj Storovic
qui est venu réduire l'écart, mais tout de même une victoire pour cette équipe de Strasbourg avec Penders dans les cages. Augsberg, on l'avait annoncé peut-être dans cette défense avec Doucouré. Chilwell à gauche, Guéladoué à droite, El Mourabé Barco, le milieu classique. Et au final, c'était bien Sébastien Nanasi qui était titulaire à gauche avec Enciso en 10 et à droite Amo Ameyo avec Joaquin Panichelli devant. Il n'y a pas forcément beaucoup de buteurs dans cette équipe, strasbourgeoise. On rappelle, hein, Diego Moreira blessé, Emmanuel Emega blessé, Anselmino aussi. Donc du coup, Gary O'Neill avait quand même un peu fait tourner hein, avec Augsberg, Nanasi et Amo Ameyo. Abdul Ouattara est rentré, Marcel Godot est rentré, Omo Bamidele est rentré à la place de Ismaël Doucouré. Datro Fofana à la place de Panicelli. Et Jessim Yassine hein, qui rentre en toute fin de match, qui a eu un peu de temps de jeu dans cette Conference League. Donc voilà, victoire pour les Strasbourgeois. Donc au final, dans cette soirée de jeudi, ça a été plutôt pas mal pour nos équipes françaises. Une victoire en Conference League, un match nul pour l'Olympique Lyonnais, et par contre une défaite pour le LOSC. On continue dans cette Conference League. Le Rayo Vallecano s'est imposé 3-1 contre Samsun Sport. L'AEK Athènes 4-0 contre Celje. Crystal Palace qui n'a pas marqué, ça a été un match nul 0-0 entre Crystal Palace et l'AEK Larnaca. La Fiorentina en difficulté en Serie A, mais qui s'impose contre Rakov en Conference League 2-1 sur un but de Sherendour et de Goodmanson sur penalty. Donc victoire 2-1 de la part de la Fiorentina. Et le Sigma Olomouc contre Mayence, match nul 0-0. On avait aussi de la Saudi Pro League avec Al-Azam contre Al-Kholoud, victoire de Al-Azam 2-1. Al-Najma contre Damak, victoire de Damak 3-1. Et Neom, où on a pas mal d'anciens de Ligue 1 qui sont dans cette équipe de Neom. 2 buts partout contre Al-Taoun. Avec Alexandre Lacazette, donc un but 100% lyonnais, enfin ancien lyonnais, côté Neom, avec une passe décisive de Saïd Benrahma et un but d'Alexandre Lacazette. On rappelle cette équipe toujours entraînée par Christophe Galtier. Et on a pas mal de joueurs, hein, que ça soit Abdoulaye Doucouré, hein, l'ancien d'Everton, l'ancien de Watford, aussi passé par Rennes, Abdoulaye Doucouré, dans cette équipe de Neom. Qui est-ce qu'on avait aussi donc bien Alexandre Lacazette, Ryan Messi aussi, Nathan Zézé, l'ancien Nantais, Saïd Benrahma. Et par contre, aucune nouvelle de Marcin Bulka. Je sais pas pourquoi il n'est pas présent. C'est bien un homme qu'il est parti, Marcin Bulka. Mais c'était bien Maximiano dans les cages. Et après, côté Al-Taoun, par contre, pour le coup, on n'a pas d'ancien de Ligue 1. Si on a Fulgini. Fulgini, l'ancien du RC Lens, qui était bien titulaire dans cette équipe d'Al-Taoun. Voilà pour les résultats de Saudi Pro League. On n'avait pas grand-chose de plus. Je check. Mais j'ai l'impression qu'on n'avait pas grand-chose de plus. Donc voilà pour les résultats de hier soir. On va aller sur les matchs de ce soir, évidemment. On a une nouvelle fois la journée de Saudi Pro League qui se poursuit avec Al-Faya contre Al-Ettifaq, Al-Qadsiya contre Al-Ali. Al-Ali, on le rappelle, équipe de Riyad Mahrez, Roberto Firmino et Tucci Quanti. Al-Riyad contre Al-Ittihad, donc Al-Ittihad, l'ancien club de Karim Benzema où on avait N'Golo Kanté, les deux sont partis. On a toujours Danilo Pereira entraîné par Sergio Conceição. Donc voilà pour ces 3 matchs de Saudi Pro League. On a un match de on va aller sur le match de Super League aussi. On a Antalyaspor contre Gaziantep et on a le Fenerbahçe qui joue à Karagümrük ce soir dans cette Super League. Et sinon, on a de la Ligue 2. La Ligue 2, évidemment, le vendredi soir, c'est Ligue 2, avec Bastia contre Boulogne. Donc, match de bas de tableau quand même dans cette Ligue 2. Voilà, Bastia qui est dernier, et Boulogne qui est 12e de Ligue 2. Donc, il faut que Bastia s'impose pour essayer de se sauver d'une possible relégation en nationale. Pour les Corses, Clermont contre Pau. On va se mettre le classement de Ligue 2. Donc, Clermont contre Pau, c'est
Voilà, match de milieu de tableau. Clairement aussi, il faut qu'il s'impose hein, pour prendre de l'avance sur ses places de barragiste, évidemment. Et Pau, 11e de Ligue 2 avec 35 points. Hein. Donc Pau, ça va pas jouer grand-chose dans cette fin de saison. Ils sont quand même à 6 points pour les barrages, mais pour la montée en Ligue 1. Donc voilà, Pau qui peut espérer pour cette fin de saison quelque chose, mais ça reste toujours à voir. Il faudra tout de même s'imposer ce soir contre Clermont. Guingamp-Amiens. Guingamp-Amiens, donc on a Guingamp qui est 10e, là aussi, ça peut espérer quelque chose pour une montée en Ligue 1. Il faut s'imposer évidemment pour Guingamp, s'ils veulent pas finir dans ce ventre mou de Ligue 2. Et Amiens, hein, toujours cette place de barragiste, mais pour une descente en national avec 23 points. Il y a 4 points d'écart entre Amiens et Nancy. Qu'est-ce que l'on a aussi? Montpellier contre Laval. Alors Montpellier contre Laval, hein, voilà. Laval 17e de Ligue 2 avec 20 points. Et Montpellier 9e avec 38 points. Qui sont seulement à 3 points de ces barrages de montée. Et après on a Nancy-Le Mans dans ce match de Ligue 2. Nancy, on l'a dit, 15e. Et Le Mans, toujours podium de cette Ligue 2 avec 44 points. Là aussi, s'ils veulent rester sur le podium, il faut s'imposer pour Le Mans parce qu'ils sont qu'à un seul point d'écart avec Reims. Voilà pour ces matchs de Ligue 2 ce soir. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent la Ligue 2 dans le chat. N'hésitez pas à venir en discuter en tout cas. Comme d'habitude, hein, les matchs du vendredi soir, c'est pas ce qu'il y a de plus emballant, mais on suit évidemment toujours attentivement. On a le Borussia Mönchengladbach contre St. Pauli en Bundesliga. Saint-Pauli, hein, il me semble que c'est relégable, voilà, en tout cas barragiste, hein, évidemment, il y a pas mal de barrages, à chaque fois on en parle, donc 16e de Bundesliga Saint-Pauli, qui reste sur quand même 3 victoires en 5 matchs, ils ont 24 points, ex-aequo avec Cologne, ex-aequo avec Mayence, donc rien n'est fini pour cette équipe de Saint-Pauli. Côté Mönchengladbach, ils sont 12e de cette Bundesliga, il y a seulement un point d'écart en plus, donc celui qui gagnera ce match se donnera de l'air. Voilà pour ce match de Bundesliga. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On a un match de Liga avec Alaves contre Villarreal. Donc, Alaves qui est 16e de Liga a seulement un point des places de relégable. Hein. C'est toujours un championnat à 20 côté Liga, donc il y a 3 descentes dans ce championnat espagnol évidemment. Donc il y a 2 points d'écart, hein. Mallorca est 18e avec 25 points, Alaves 27 points. Villarreal doit s'imposer pour rester côte à côte avec l'Atlético Madrid. Toujours 54 points pour les deux équipes, hein. L'Atlético Madrid 3e, Villarreal 4e, hein. Seulement 3 buts d'écart dans la différence de but, le goal average. Donc voilà, Villarreal doit s'imposer pour rester pour aller sur le podium de la Liga, même s'il y a pas mal d'écart hein, entre eux et le Betis. Hein, il y a 11 points d'écart avec le Betis qui est 5e de cette Liga. Donc voilà, on espère voir Georges Mikotadze titulaire, Nicolas Pepe aussi, ou encore Pape Gueye dans cette équipe du sous-marin jaune. Voilà. En espérant que Georges Mikotadze puisse marquer aussi. On a un match de Serie A avec le Torino contre Parme. Là aussi, match pas forcément très intéressant en Serie A. Salut à NoFace, hein, bienvenue sur le live une nouvelle fois. Ça va tranquillement un vendredi, en ce vendredi matin. C'est bientôt la fin de semaine, le week-end, avec pas mal de matchs ce week-end, donc ça va être plutôt cool. J'espère que tu vas bien, toi aussi. Donc voilà, sur ce match de Serie A, Parme contre le Torino, c'est pas très emballant. 30 points pour le Torino qui est 15e de Serie A, qui a une petite marge, un petit matelas, 6 points d'écart avec Cremonese. Et Parme qui est 12e, 34 points, voilà, du bon gros ventre mou de Serie A, milieu de tableau. Donc du bon gros milieu de tableau pour cette Serie A. Évidemment, on va parler peut-être du match qui nous intéresse le plus ce soir, l'Olympique de Marseille contre Auxerre.
Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Bah ouais, demain on joue contre Leverkusen Bayern. Ouais, c'est vrai, il me semble qu'on en a parlé déjà hier, hein. Bon, le Bayern, normalement, ça devrait le faire contre ce Bayer Leverkusen. Les deux ont joué en Ligue des Champions cette semaine. Le Bayern a en plus un match de plus de repos. Ça a été en plus un match plutôt tranquille pour cette équipe du Bayern Munich. Donc, évidemment, le Bayern plutôt favori pour ce match de Bundesliga demain, hein. Ça sera, pour ceux qui veulent suivre, 15h30. Évidemment, ça sera sur beIN Sport pour le match de Bundesliga. Greenwood, buteur ou décisif, t'en penses quoi? Bah, de toute façon, hein, à Marseille, il y a le joueur le plus décisif, c'est Mason Greenwood. Donc, oui, c'est plutôt intéressant, hein. Je pense que ça devrait arriver. En plus, cette équipe d'Auxerre, ça prend pas mal de. Alors, ça, c'est capable de bien défendre, hein, mais ça marque pas forcément dans cette équipe de la GIA. Mais bon, Greenwood décisif, honnêtement, j'y crois. On joue avec notre troisième gardien, Bayern Urbi, qui a une commotion cérébrale, et Neuer blessé. Mais même avec le quatrième gardien, hein, ou le gardien de la réserve, je pense que le Bayern, ça peut s'imposer quoi qu'il arrive, hein. C'est vrai que Neuer est toujours blessé. Il n'est pas censé revenir normalement, Neuer. Déjà qu'il était attendu, il me semble, cette semaine en Ligue des Champions. Et après, Urbi, commotion cérébrale, en espérant qu'il se remette facilement. Sur ce match entre l'Olympique de Marseille et la GIA, Marseille est troisième de Ligue 1, on le rappelle, hein, au goal average aussi, hein, ex aequo 2 points avec l'Olympique lyonnais. Auxerre, barragiste. Honnêtement, j'espère une victoire de l'Olympique de Marseille, hein. Ça m'arrivera rarement cette année, mais là, il faut que Auxerre perde pour que Nice garde quand même ce petit match-là de, devant la relégation, la place de barragiste. Il y a seulement 5 points entre l'OGC Nice et Auxerre. Marseille, c'est des floppers, faut faire attention. Ouais, mais là j'ai besoin d'un Marseille conquérant, là, hein. Faut se dire qu'ils doivent aller en Ligue des Champions parce qu'on a besoin de Marseille. Pour nous, Niçois, hein, pourtant, hein, pas l'habitude de dire ça, mais là, on en a besoin. Sachant que Nice joue contre Angers ce week-end. Pour ceux qui souhaitent aller voir, ceux qui sont sur le live, n'hésitez pas, hein, sur le compte TikTok ou les réseaux sociaux. Vous avez le petit résumé de la conférence de presse de Claude Puel et de Dante qui a eu lieu hier, juste avant le match d'Angers. Donc voilà. Sur les compos probables, possiblement, qu'est-ce que l'on aura? Alors, côté Marseille, on le rappelle, hein, Naïef Aguerd est blessé, il s'est fait opérer normalement hier. Et il devrait être absent pas mal de temps, hein, au moins jusqu'à la fin de saison de Ligue 1. Donc on verra. Alors, t'es plus sur Twitch ou ici? Alors, je suis sur les deux. Alors, en général, l'actu du jour est diffusée sur TikTok et Twitch. Et après, toutes les émissions qui sont sur la chaîne YouTube, normalement, elles sont toutes diffusées sur Twitch, hein. Donc, je suis peut-être un peu plus présent sur Twitch. Sur Twitch aussi, tu as l'avantage que tu peux voir mon écran, tu vois de quoi je parle. En général, quand je lis les articles pour les compos probables, c'est peut-être plus facile pour aller voir mon écran sur Twitch. Mais sinon, on est présent sur les deux, évidemment. Parce que je t'ai vu sur YouTube. Ah, évidemment, on est présent de partout, hein. On essaye de prendre un maximum l'espace pour qu'on soit toujours plus dans cette communauté Hat-Trick, hein, sur ce média. Donc ouais, tu peux me voir bah, évidemment sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, Thread, sur les plateformes de podcast aussi. Donc évidemment, on essaye de prendre un maximum d'espace. Bah, c'est bien continu. En tout cas, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup à NoFace déjà d'être présent. Moi, le but, c'est de discuter avec vous, hein, tous ensemble de football. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous follow, hein, sur toutes les plateformes, hein, ça nous aide énormément. Plus on sera ensemble, plus on pourra évidemment être monétisé. Si on est monétisé, on pourra faire pas mal de projets. On aura accès à beaucoup plus de clubs que seulement l'OGC Nice. On pourra faire des déplacements, faire plus de vidéos à budget. Enfin, comment dire? On pourra développer le média. Et évidemment, c'est le but. Donc en tout cas, merci pour la force à NoFace et évidemment Lisa Marie qui est présente tous les matins en live sur TikTok et sur la chaîne YouTube aussi.
Ça fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce que je disais? Oui, on était sur l'Olympique de Marseille, Auxerre. Donc on disait, au niveau des compos, Naïef Aguerd blessé au moins jusqu'à la fin de saison. Leonardo Ballardi, Bilal Nadir, incertain. Côté AG Auxerre, on a Boahi Kialab qui est blessé, Koulibaly qui est blessé, El Azouzi blessé aussi, et la Sinayoko suspendu. La Sinayoko, première arme offensive de cette équipe de Auxerre. Donc voilà, il va falloir être solide hein, pour cette équipe de Marseille, comme ça, pas prendre de but. Une victoire, hein, un but de Mason Greenwood, on l'espère. En plus, Marseille n'a plus que ça à jouer, que ça soit en Coupe de France, en Ligue des Champions, on sait qu'ils ont été sortis. Donc voilà, Habib Bey, est-ce qu'il jouera avec un 4-2-3-1 ce soir, la compo probable proposée euh, par Flashcore, avec Rouli dans la cage. Donc là, normalement, ça devrait être plutôt sûr. Dans la défense, Facundo Medina, Benjamin Pavard en défense centrale, à droite, Timothy Weah à gauche, Emerson, c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on a vu de plus récent avec Habib Bey. Au milieu de terrain, Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondogbia, si Geoffrey Kondogbia est bien en forme physiquement. À droite, Mason Greenwood, ça c'est du sûr. Pierre-Emerick Aubameyang aussi, je pense. Hein, je vois pas. Je pense Amine Gouiri est de retour, mais je pense que on aura plus Pierre-Emerick Aubameyang titulaire. Quentin Timber derrière l'attaquant, c'est ce qu'on voit récemment. À voir si peut-être il y aura deux attaquants ou Ethan Nwaneri présent. Et à gauche, Igor Pechao qui fait pas mal de bons matchs en ce moment pour Igor Pechao. Côté AGOCR 4-4-2 présenté par Christophe Pellissier avec Léon dans les cages. En défense, on aura Diomandé Oko en défense centrale, Senaya à droite, Gideon Mensa à gauche. Au milieu de terrain, on aura Kevin Danois Owusu. Moi, Kevin Danois, pardon, hein, désolé, je bégaye un peu, je vais prendre un peu d'eau. Kevin Danois, j'aime beaucoup hein, dans cette équipe de la JOCR. À voir ce qui se passera pour lui la saison prochaine. On a Casimir à droite et Opeguard à gauche. Et dans cette attaque, du coup, on aura sûrement Sekoumara et Namasso en tant que titulaire devant. Voilà. Au niveau des cotes, hein, l'Olympique de Marseille est largement favori. En plus, c'est au Vélodrome. Donc, en espérant, je le redis, que l'Olympique de Marseille s'impose pour que l'OGC Nice reste tout de même à 5 points d'écart avec la JOCR et les places de barragistes. Après, il faudra évidemment que Nantes ne s'impose pas et que Nice, ce serait bien qu'il s'impose contre Angers. Je le rappelle, vous pouvez aller voir la conférence de presse de Claude Piellet de Dante sur les réseaux sociaux. Il est 10h49, je pense qu'on va passer à notre petite revue de presse, à part s'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas à vous manifester, que ça soit sur TikTok, que ça soit sur Twitch, la moindre question, n'hésitez pas à la poser. On va aller sur notre revue de presse, évidemment. Donc la revue de presse, j'avoue que j'ai pas préparé grand-chose ce matin. Donc... Alors, on a une docu-série sur Ronaldinho sur Netflix à partir du 16 avril. Sachez que je vais la mater, c'est sûr et certain. Verratti signé à Pescara reprend espoir. Donc là, on va voir. Hein, surtout, on sait que Lorenzo Insigne est revenu en Italie. Je crois qu'ils sont en série B ou série C, hein, l'équipe de Pescara. Et Marco Verratti à voir, lui qui était parti du côté du Qatar après son départ du Paris Saint-Germain. Un nouveau maillot extérieur en collaboration avec Jordan pour l'équipe brésilienne. Là aussi, on ira dessus, on va voir la gueule du maillot. Jordan, c'est une fois sur deux. Hein. Des fois, c'est des beaux maillots, des fois, c'est des maillots assez moches quand même. On les a vus avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que l'on a aussi? Un article sur Pitarch, le jeune joueur récemment titulaire, Thiago Pitarch, récemment titulaire dans cette équipe du Real Madrid, qui a été titulaire en Ligue des Champions, qui a été mis en lumière par Alvaro Arbeloa. Qu'est-ce que l'on a aussi? Bon, Yoann Mikou sur les listes des municipales à Bordeaux, ça nous intéresse pas forcément. On va revenir sur le match entre le Paris Saint-Germain et
et Chelsea ce mercredi. Une équipe unie et un match référence, les coulisses d'une soirée capitale. Qu'est-ce que l'on a aussi L'OL sort du traquenard et continue de rêver, donc là ça sera sur le match de hier soir entre l'Olympique Lyonnais et le Celta Vigo. Pourquoi la Saint révèle le meilleur de Kvaratskhelia? Alors bonne question, et on y discutera en même temps que cette équipe du Paris Saint-Germain. On va aussi revenir sur la victoire de Strasbourg hier contre Rijeka, on le rappelle. Hum, 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 hum. Comment Lyon et le PSG ont dû s'ajuster pour jouer en Côte d'Ivoire. De quoi on parle là? Ah, c'est pour de la Ligue féminine. D'accord. Hop. Le Mans, les secrets de la meilleure défense. Ouais, alors c'est de la Ligue 2. L'OGC Nice vers une cure d'austérité. Alors voilà, pour mes fans de l'OGC Nice, on va en parler. J'avais vu l'info passer sur les réseaux. On va voir ce qui est dit exactement. C'est un article d'Antoine de Maumont de l'Ogévial. Donc l'envoyé spécial, on va dire, côté l'équipe dans ce club de l'OGC Nice. Qu'est-ce que l'on a aussi Le Portugal assure la 6ème place au détriment des Pays-Bas. Sur la blessure de Rémi Imbert hier avec l'Olympique Lyonnais sur le match du Celta Vigo aussi, on va voir ce qu'il en dit. Le LOSC, une attaque de nouveau indigente, on pourra aller dessus. Et on va checker encore un ou deux articles. Et après, on va démarrer notre petite revue de presse. Borja Iglesias, je serais plus heureux d'être PD que d'être ceux qui m'insultent. Waouh. Hop, j'espère pas prendre de strike, c'était pas voulu. Sacré entretien, ça aussi. Super enchaînement punché pour score. 3 matchs fermes pour Masuaku, d'accord, d'accord. Salut à Cosbichot qui est bien sur le live Twitch, bienvenue à toi une nouvelle fois. On est en live comme tous les matins, tu connais le principe, hein, mon ami. N'hésitez pas à nous dire tout ce que tu penses sur le football, hein. Si tu souhaites lancer un sujet, on peut en parler. Donc n'hésitez pas, en tout cas, bienvenue sur le live. Chercher encore de quoi faire notre revue de presse, mais je pense qu'on a déjà pas mal de choses. On va démarrer directement sur l'article sur l'OGC Nice, hein. Vous savez, je suis un suiveur de l'OGC Nice. On est basé, le Médiatrick est évidemment basé dans cette belle ville de Nice sur la Côte d'Azur. On suit énormément le club niçois. On a accès aux conférences de presse. Malheureusement, on n'a pas encore accès aux matchs dans les tribunes presse, hein. On paye encore nos places. Donc voilà, sur la saison un peu calamiteuse de cette OGC Nice, hein, pas mal de changements à la mi-saison. Donc pas mal de choses qui se sont passées. Et donc là, on va voir sur le modèle économique de l'OGC Nice. On sait que les présidents, les actionnaires de l'OGC Nice souhaitent vendre le club. Et donc on va voir ce qui est dit. La cure d'austérité, déjà, ça fait pas mal de temps qu'elle est là, hein. Même si à chaque fois les dirigeants remettent au pot, ça s'annonce compliqué déjà pour cette fin de saison à Nice et pour la saison prochaine. Il faut repenser notre modèle économique. Face aux revenus en berne en Ligue 1, le gym vers une cure d'austérité. Contraint par la baisse drastique des droits télé, l'OGC Nice 15e de Ligue 1 se dirige vers une cure d'austérité. Un article de Antoine Maumont de Longévial, je le répète. Donc, des joueurs à la peine, des supporters qui chambrent leur équipe et une défaite niçoise qui en chasse une autre. Francaise n'a pas dû être dépaysée.
Dimanche pour son retour à l'Alliance Riviera, lui qui avait quitté le gym en pleine crise fin décembre l'a retrouvé dans un état guère plus enviable. La qualification pour les demi-finales de la Coupe de France face à Lorient le 4 mars, l'OGC Nice, que l'OGC Nice se disputera à Strasbourg. Euh, Putain, qu'est-ce que je raconte? La qualification pour les demi-finales de la Coupe de France que l'OGC Nice disputera à Strasbourg le 22 avril a redonné de l'énergie positive au club azuréen. Mais elle est vite redescendue après sa défaite contre Rennes 4-0 qui l'a ramené à sa condition de candidat au maintien. 5 points le séparant d'Auxerre. Auxerre qui est 16e, mais il n'y a pas que sportivement que les perspectives ne sont guère réjouissantes du côté du club situé dans la plaine du Var. Beaucoup d'inconnus pèsent sur l'entité rachetée en août 2019 par le groupe de pétrochimie Ineos. Quel sort lui réserve son propriétaire qui a mis l'OGC Nice en vente il y a un an? Qui sera son président dans quelques mois, sachant que Jean-Pierre River, qui a pris la suite de Fabrice Boquet, avait assuré qu'il quitterait son poste si Éric Ciotti, pour qui il fait campagne, remporterait la mairie de Nice. Claude Puel restera-t-il sur le banc au-delà de cette saison? Le sort de Florent Maurice, le directeur sportif, représente aussi une question. L'héritage de la folie des grandeurs. En attendant d'éventuelles grandes manœuvres, la nouvelle direction composée du binôme River-Maurice Cohen a déjà entamé une réorganisation. Il faut repenser notre modèle économique, souligne Cohen, aux manettes au quotidien, car le régime ne sera pas plus épargné que ses homologues de Ligue 1 par la baisse drastique des droits télé qui frappe le football français. Cette baisse a été légèrement amortie par la participation à la Ligue Europa cette saison, mais de 35 millions d'euros, ces droits censés représenter la majeure partie des revenus du club passeront à 7 millions d'euros la saison prochaine, comme il a déjà été budgétisé en interne. Le gym était déjà confronté à un déficit structurel hérité de la folie des grandeurs des premières années d'Ineos. Il a en outre reçu en début d'année une facture comprise entre 6 et 9 millions d'euros en provenance de la mairie au sujet de la convention de mise à disposition de l'Alliance Riviera signée en 2016 par River, déjà président. 35 millions d'euros d'Ineos pour maintenir le club à flot. Constant dans son accompagnement financier du club, Ineos reste toujours aussi fiable, puisqu'il a encore remis 35 millions d'euros au pot cette saison pour maintenir le club à flot. Mais des économies doivent être faites, d'où la nécessité de repenser le dimensionnement de l'OGC Nice, qui compte aujourd'hui 300 salariés. La réorganisation et une réduction des effectifs ont déjà commencé depuis le début de l'année. En tout, ce sera une dizaine de personnes que le secteur administratif aura perdu en quelques mois, sachant que la cellule de recrutement a aussi commencé à rétrécir entre accords amiables et départs non remplacés. Un second volet, et pas le moins important, interviendra cet été. Le département performance devrait également être réajusté. Il s'agira surtout de faire coïncider la grille salariale de l'effectif pro avec la nouvelle réalité du foot français. Les joueurs arrivant à un an de la fin de leur contrat sont nombreux. Sofiane Diop, Hicham Boudaoui, Morgan Sanson, Youssouf Ndiachimier, Ali Abdi, Tom Louché, Salis Abdoul Samed, Terem Moffi et Jérémy Boga prêtés au FC Porto et à la Juventus de Turin. Rares sont ceux qui seront retenus, sachant que la porte ne sera pas non plus fermée pour Mohamed Ali Chou et Melvin Bard, deux valeurs marchandes à qui il restera 2 ans. Donc ça va être très très compliqué la saison prochaine pour l'OGC Nice. Et on a parlé des départs, donc qui partira, partira pas, qui signera, re-signera pas. Sachant qu'il y aura moins de moyens financiers. Vu le mercato hivernal, déjà, enfin le mercato de l'été dernier, avec l'OGC Nice, avec déjà très peu de moyens de mis, mais en plus des moyens mal investis. Si en plus la cellule de recrutement perd en effectif, ça risque d'être compliqué. On va encore voir des transferts venus de pays totalement inattendus, on va dire. Et donc on verra. Déjà, il faudra que l'OGC Nice se maintienne pour cette fin de saison. On le redit, la fin de saison va être tendue pour cette équipe niçoise. Et donc on verra, cet été, ça va pas mal bouger pour ce club de l'OGC Nice. On verra si... comment il s'appelle Jean-Pierre Rivière, Maurice Cohen resteront à la tête, Claude Puel aussi, ça a été dit dans l'article. Donc tout ça sera à suivre. Sur le match nul de l'Olympique Lyonnais hier soir, l'OL sort du traquenard de Vigo et peut encore rêver à une saison exceptionnelle. En arrachant le nul face au Celta Vigo, réduit à 10 sur une frappe d'Hendrick par le gardien adverse, les Lyonnais ont conservé jeudi toutes leurs chances de se qualifier pour les quarts dans une semaine.
Donc c'est le match retour qui sera dans une semaine. Un article d'Hugo Guillemet. L'Estadio Balaidos, planté au cœur de la ville comme on aimerait le voir pour plus de stades en France, aurait été un trop bel endroit pour enterrer la bonne saison de l'OL, dont l'issue se fragilise depuis que l'équipe n'arrive plus à gagner un match. Mais elle a réussi à ne pas perdre jeudi à Vigo, et le retour dans une semaine à Lyon laisse un grand espoir de qualification pour les quarts de finale. Ce n'était pas évident à quelques minutes du coup d'envoi quand l'enceinte s'est soudain remplie comme un œuf. Après que tout le monde eut profité des derniers rayons de soleil sur les remblasses environnantes et que 20 000 supporters galiciens ont tendu leur écharpe pour donner une atmosphère magnifique au début de rencontre. Cela aurait pu ressembler à un traquenard pour les Lyonnais, mis sous pression pendant 5 minutes par l'intensité et les sorties de balles ciselées du Celta, mais ils ont très vite éteint l'euphorie par une maîtrise technique supérieure et un pressing efficace très haut dans le camp espagnol. On a fait de grandes choses dans ce match, a analysé l'entraîneur lyonnais, Paulo Fonseca. Si vous avez regardé les derniers matchs de Vigo, vous allez le comprendre, c'est une des meilleures équipes d'Espagne et on a dominé ce match. Ils n'ont pas pu jouer car on a très bien pressé, mais ils ont eu 2 contre-attaques et ont marqué sur l'une d'entre elles. C'est un peu l'histoire en version positive pour Lyon de la première période, tandis que l'OL tenait le ballon, notamment grâce à l'influence de Tyler Morton au milieu de terrain. Les Espagnols ont ouvert le score sur une transition exécutée à une vitesse folle. Clinton Mata n'a pas pu suivre Willio Svedberg, et ce dernier a centré sur Javi Rueda, qui avait semé Abner et Moussa Niakate. Henrik Agasson, puis buteur. Les Lyonnais existaient dans la surface adverse. Hop là. Les Lyonnais existaient dans la surface adverse grâce au dynamisme et au débordement de l'improbable Steve Kango, 19 ans, titulaire surprise en piston droit pour son premier match en professionnel et auteur d'une très belle prestation. C'est en tout cas pas celle d'Hendrick qui a permis à l'OL de concrétiser sa domination, car le Brésilien a encore une fois été très agaçant, comme lors de ses dernières sorties. Au-delà de plusieurs pertes de balles évitables, il a tiré à côté puis a raté une énorme occasion de la tête et a joué tout seul à de nombreuses reprises, marchant souvent sur les plates-bandes d'autres joueurs. Avec un tel attaquant, l'OL ne peut pas se targuer de finir le match à 19 tirs. 7 d'entre eux ont été pris par le Brésilien dans des positions parfois impossibles qui ont agacé son coach en même temps que certains de ses coéquipiers. Mais Hendrick n'est pas une star pour rien, il ne doute jamais, même quand il ne réussit rien et sa dernière tentative a été la bonne. D'un enroulé placé du pied gauche, il a égalisé en profitant d'une grosse faute de main d'Andrei Radou. Ce n'était pas facile pour lui face à un bloc bas, car il n'a jamais eu de 1 contre 1, seulement des 1 contre 2 ou des 1 contre 3, a défendu Fonseca. Mais il a aussi travaillé défensivement, c'était très important et il a marqué. C'est une façon de voir les choses, même si l'entraîneur portugais en attendra probablement beaucoup plus de la part de son numéro 9 dans une semaine au Groupama Stadium. Ce sera un match différent d'abord parce que le Celta a perdu plus de plumes que l'OL jeudi soir, expulsé à la suite de 2 cartons jaunes. Borja Iglesias ne jouera pas le retour tandis que le piston Oscar Mingueza, l'un des joueurs les plus importants de l'équipe, sera également suspendu. Les Lyonnais déplorent encore un blessé, le jeune Rémi Imbert, dont la torsion de la cheville droite une minute après son entrée en jeu inspire de vives inquiétudes. Mais il pourrait retrouver des forces avec les retours de Pavel Souch ou Afonso Moreira, voire Malik Fofana. Fonseca n'a pas donné d'indication, mais son sourire en sortant du stade tard dans la nuit en disait assez long sur la bonne opération de l'OL. Dites-moi s'il y a des supporters lyonnais dans le chat, ce que vous avez pensé du match de votre équipe ou ceux qui ont juste vu le match hier soir. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match de l'Olympique lyonnais. Alors par contre, sur la blessure de Rémi Imbert, on pense que ce n'est pas bon. Paulo Fonseca, pessimiste après la sortie sur blessure après seulement 3 minutes de Rémi Imbert. Blessé à la cheville après son premier duel sur la pelouse du Celta alors qu'il venait d'entrer en jeu, le jeune Rémi Imbert a dû sortir au bout de 3 minutes en boitant. Alors, jusqu'ici, tout se déroulait comme dans un rêve. Lancé en professionnel face à Brest, le 18 janvier, Rémi Imbert avait inscrit son premier but avec l'équipe Fagnon de l'OL, 11 jours plus tard pour sa première titularisation contre le PAOK en Ligue Europa. 2 autres ont suivi depuis, ce qui a valu au Lorrain de signer son premier contrat pro mardi, comme l'avait annoncé l'équipe. Mais la réalité a repris le dessus jeudi à Vigo, à peine entré en jeu à la place de Nicolas Tagliafico. Imbert s'est effondré une minute plus tard sur son premier ballon, après que l'attaquant du Celta, Pablo Duran, lui est retombé sur la cheville droite. Le Lyonnais, qui a fêté ses 18 ans le mois dernier, a dû sortir directement, malgré l'intervention du staff médical remplacé par Adam Karabec. J'étais avec le docteur et Rémi, on pense que ce n'est pas bon, a indiqué son entraîneur Paulo Fonseca après la rencontre.
Mais on va attendre les examens qu'il fera à Lyon. Humbert, qui avait de bonnes chances de débuter au Havre, ce week-end, au regard de l'enchaînement des matchs de l'OL en mars, devrait donc rater dans un premier temps le déplacement en Normandie. Greff ne comprenait pas pourquoi Humbert ne se relevait pas. Pendant l'arrêt de jeu provoqué par cette blessure de Rémi Humbert, le défenseur central sénégalais Moussa Niakhaté et le gardien slovaque Dominique Greff ont eu un échange animé, relaté par le premier au micro de Canal+. Il était hyper énervé et je n'ai d'abord rien compris à ce qu'il me disait. En fait, il pensait que Rémi Humbert n'avait pas si mal que ça et il m'a demandé de lui dire de vite se relever. Et moi, je lui ai répondu d'attendre un peu car je sentais qu'il avait vraiment mal. Et d'ailleurs, il est sorti. Dominique avait tellement envie que le jeu reprenne qu'il était un peu sous tension, mais il n'y a aucun souci. Donc voilà, on verra pour Rémi Humbert, est-ce que la blessure est plus grave que prévu. Ça sera à suivre. Si c'est une entorse, ça risque d'être un petit mois, on va dire, je pense. Hein. Je suis pas forcément médecin, mais en général, c'est ça. Et si vraiment quelque chose est touché pour la cheville de Rémi Humbert, ça risque de durer un peu plus longtemps. Il y avait aussi le match hier soir entre Strasbourg et Rijeka. Victoire de Strasbourg, on le rappelle, 2-1 en Conference League. Et donc, qu'est-ce que nous dit Bernard Lyons? Manque de maîtrise, accrochage entre Barco et El Mourabe, une victoire et quelques ombres pour Strasbourg à Rijeka. Bien que vainqueur sur la pelouse de Rijeka jeudi soir en 8e de finale aller de la Ligue Conférence, Strasbourg a de nouveau affiché un manque de maîtrise agaçant au point de conduire à un accrochage entre Valentin Barco et Samir El Mourabe au coup de sifflet final. La fête au pied du parcage plutôt la fête au pied du parcage plutôt de la cage dans laquelle se trouvaient enfermés 400 de leurs supporters ne s'est pas éternisée au-delà du convenable et du convenu jeudi soir après la victoire de Strasbourg à Rijeka, en 8e de finale aller de Ligue Conférence. Après avoir échangé quelques pas de danse polis et des chants au coup de sifflet final, les joueurs strasbourgeois sont retournés au vestiaire affichant un regard mitigé. Enfin, pas tous, car la célébration de leur courte mais précieuse victoire en terre croate a tourné au vinaigre entre Valentin Barco et Samir El Mourabe, à même la pelouse du stadion Rudjevica. L'impulsif argentin de 21 ans et le jeune marocain de 14 mois, son cadet, se sont agrippés par le maillot. Des mots visiblement pas doux se sont échangés. Barco pointant El Mourabe du doigt pendant que Guéladoué et Lucas Augsberg ont accouru pour les séparer. Gareoni, leur entraîneur, s'est ensuite attaché à éteindre l'incendie lors de la conférence de presse d'après-match. Il ne s'est rien passé de spécial, a juré le technicien anglais. Ils se sont accrochés, comme cela arrive dans le vestiaire, à l'entraînement chaque jour et personne ne le voit. C'est juste du professionnalisme, comme comment devenir meilleur. Les joueurs veulent tous s'améliorer, nous avons besoin d'être dans le calme et dans le feu. Essayons de trouver l'équilibre. Le feu, Joaquin Panuccelli s'est tout d'abord chargé de le mettre d'entrée devant un public croate qu'il était tout autant. Le buteur argentin est même parvenu à ouvrir le score dès la 72e seconde, chrono en main. Le problème, c'est que ni lui ni ses coéquipiers ne sont jamais parvenus à ôter tout suspense à ce match aller. Même à 2-0 après un tir sur la transversale de l'inévitable Panichelli et 2 buts refusés de Sébastien Nanasi et Martial Godot pour hors-jeu, sans Mike Penders décisif en fin de match, Strasbourg aurait été tenu en échec par l'actuel 3e du championnat de Croatie. Pourquoi? Parce que Strasbourg, un des candidats à la victoire finale, selon l'avis de Victor Sanchez, entraîneur de Rijeka, n'affichait aucune maîtrise collective et technique au fil des minutes, comme trop souvent cette saison, il n'a pas su se rendre le match facile et a joué à se faire inutilement peur. Autre constat de l'entraîneur espagnol de Rijeka, même si Strasbourg mérite sa victoire, la différence est faible entre les deux équipes. Le championnat de France est pourtant plus fort que celui de Croatie sur le plan physique et technique. En Ligue 1, justement, les errements du Racing, également récurrents sur le plan défensif, ne pardonnent pas. Si la mauvaise passe actuelle, une seule victoire lors des 6 dernières journées, peut s'expliquer par le calendrier, réception du Paris Saint-Germain, de Lyon et de Lens, déplacement à Marseille. Il a dans le même temps été battu au Havre et tenu en échec à Auxerre. La venue du Paris FC à la Méno ce dimanche offrira un point de bascule dans la fin de saison domestique des Alsaciens. À eux de choisir entre prise de tête et vraie fête. Donc voilà pour ce match de Strasbourg contre Rijeka. On verra s'ils pourront se qualifier en tout cas pour les quarts de finale. S'ils pourront aller jusqu'au bout dans cette conférence Ligue, ça a été dit par l'entraîneur de Rijeka, mais nous ça fait aussi un moment qu'on le dit, que Strasbourg est parmi les favoris dans cette compétition, dans cette conférence Ligue. Et en Ligue 1, là aussi il faudra quand même mettre un petit coup d'accélérateur parce qu'il faut que Strasbourg soit dans les places européennes la saison prochaine. Je pense que c'est l'objectif du club. Donc voilà.
Match aussi hier d'Europa League entre Lille et Aston Villa. Et ça a été une défaite pour le LOSC, hein, on l'a déjà dit, défaite 1-0. Et donc, qu'est-ce que nous dit Hervé Penaud par rapport à ce match? On va réfléchir à ce qu'on a fait aujourd'hui. Lille à nouveau indigent sur le plan offensif contre Aston Villa. Le LOSC a été en immense difficulté offensivement jeudi soir lors de son 8e de finale aller de Ligue Europa contre Aston Villa à domicile, comme souvent ces derniers mois. Ce sont des chiffres qui traduisent parfaitement une dynamique. Le LOSC n'a jamais mis 2 buts dans un match depuis le 14 décembre à Auxerre, si l'on accepte le match retour à Belgrade contre l'Étoile Rouge, avec 30 minutes de plus d'ailleurs, une performance qu'il faudra bisser à Birmingham dans une semaine. Définition de bisser pour le coup là, bisser. Il faudra répéter. Voilà. Comme ça, on apprend un mot aujourd'hui. Alors qu'il faudra bisser à Birmingham dans une semaine. L'Europe serait-elle capable de redonner un coup de fouet à cette attaque une nouvelle fois Hatton ou confirmera-t-elle son manque de justesse de qualité? Jeudi, les stats offraient un 0,4 d'expected goals et on a l'impression que les Lillois auraient pu jouer des heures sans vraiment salir la tenue jaune Canari de Emiliano Martinez. Olivier Giroud, Gaëtan Perrin, Ngaïel, Mouko, Mathias Fernandez Parto ou Akon Haraldsson n'ont pas existé dans les taux anglais. Aucun n'a montré la capacité d'un Jonathan David, d'un Edon Zegrova, voire d'un Hamza Igaman opéré des croisés à la fin de la CAN, à sortir ses gestes venus d'ailleurs. Bruno Genesio évoquait cette propension à toucher trop la balle quand les situations demandaient de la simplicité et de la vitesse dans la transmission. On doit peut-être amener le ballon plus vite dans la zone de finition, mais ce n'est pas qu'un problème d'attaque, tempéré Genesio. Dans le foot moderne, il faut éviter de laisser l'adversaire se remettre en position. On doit être aussi plus juste techniquement pour garder ce temps d'avance et c'est ce qui nous manque. Dans les entrailles du stade de Pierre-Mauroy, Nabil Bentaleb, le meilleur nordiste jeudi, avait l'analyse plutôt positive. Bien sûr, il va falloir qu'on soit plus entreprenant offensivement. Quand je dis ça, je dis toute une équipe. Je dis toute l'équipe, pas seulement les attaquants, et qu'on se procure plus d'occasions. On va réfléchir à ce qu'on a fait aujourd'hui. Je pense qu'on a traversé une période compliquée offensivement. On manque de réussite et on manque aussi d'opportunités. Cette saison, ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve dos au mur avec une étape à franchir et on a toujours trouvé les solutions. Il le faudra déjà dès dimanche à Rennes où un succès passera par une inefficacité retrouvée pas si simple. Ouais, mais on le dit, hein, on fait que le répéter hein, depuis des jours, des semaines que Lille en ce moment c'est vraiment pas beau à voir, que ce soit offensivement, défensivement, ils prennent pas mal de buts, même si c'est un peu plus solide. Donc je pense que Bruno Genesio n'a pas forcément de solution pour cette fin de saison. À mon avis, le match retour, ça va être du même acabit, si on peut dire ça comme ça. Et, euh, et ouais, la fin de saison de Lille. Franchement, ça va pas être très fun à voir, hein. Je crois que normalement, je les verrai. Je crois qu'ils doivent passer à Monaco en fin de saison. Je serai sûrement au stade. Mais sinon, franchement, pas forcément l'envie de voir Lille sur cette fin de saison. Une autre équipe qui a joué cette semaine, mais là c'était en Ligue des Champions, c'est le Paris Saint-Germain. Un PSG uni et un match référence, les coulisses d'une soirée capitale. Un article d'Hugo Delhomme, Emery Ten et Loïc Tanzi. On va voir ce qu'il nous dit sur cette équipe du Paris Saint-Germain. Alors que de réels doutes étaient apparus, la victoire du PSG contre Chelsea, 5-2 mercredi, alimente l'idée d'un début de reconquête. Peut-elle être l'équivalent de celle fondatrice face à Manchester City l'an dernier, plongée dans des heures qui resteront dans tous les cas à part? À cet instant, le vestiaire parisien est gagné par une forme de douce ivresse. Le succès face à Chelsea s'est achevé par ce tour d'honneur devant un virage Auteuil retrouvé depuis une petite dizaine de minutes. Les corps sont meurtris par l'intensité totale du match, mais les esprits sont légers. Les va-et-vient des joueurs, Barcola, Kvaratskhelia, Hernandez, dédiés aux interviews d'après-match et de ce qui se passe pour aller dans les loges famille un peu plus haut ne permettent pas une longue émotion commune. Mais il y a là une forme de bonheur collectif pas si commun ces derniers mois. Tout le monde était content, sans euphorie, avec le sentiment du devoir accompli, glisse un témoin de la scène. On n'a pas fait la fête, on était content, mais on sait qu'il reste 90 minutes, dur à jouer. Le coach l'a très bien dit, il faudra aller à Chelsea pour jouer comme d'habitude. Souffle-t-on au club?
Les minutes passent, ça refait le match, certains joueurs lucides sont conscients d'être passés pas loin d'un scénario catastrophe. Vicha Kvaratskhelia est accueilli par des cris MVP, MVP quand il pénètre dans le vestiaire. Le Géorgien, clairement piqué par le fait d'être sur le banc, se fait gentiment chambrer par Vitinha. Jusqu'à la 90e minute, l'UEFA avait décidé de décerner le titre d'homme du match au Portugais avant, avec son but à la 90e, plus 4 de le mettre à l'ancien napolitain. Il mérite, glisse Vitinha dans un sourire, via le portable de Bouabdella Bessedik, responsable de la gestion des familles. Nasser Al-Khelaifi apparaît par visio dans son salon de Doha, au milieu de 5 amis, dont l'un de ses plus proches, Abdullah, le président parisien, dont son tobe... Bon, on s'en fout de ça, putain. Dans son salon de Doha, dans son tobe traditionnel blanc, on n'en finit plus de remercier les joueurs et le staff pour leur engagement, tout en insistant sur le fait que le match en est à la mi-temps et que chaque détail comptera au retour. Le banc uni, une image forte. Dans les couloirs, alors que les grands anciens du club, Presnel Kipembe et Marco Verratti, enchaînent les Tchèques. De toute façon, Marco Verratti, depuis qu'il est parti du Paris Saint-Germain, il est tout le temps au club. On le voit à tous les matchs, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. Il est tout le temps à Paris, Marco Verratti. Au-delà de la victoire et du sentiment d'avoir fait un grand pas vers la qualification en quart de finale, les discussions dans le staff comme chez les dirigeants se concentrent sur l'épisode du ramasseur de balles, poussé par Pedro Neto. À Paris, on ne manque là aussi un peu le ramasseur de balles poussé par Pedro Neto, ça a pas mal fait le tour sur les réseaux sociaux. À Paris, on ne manque pas d'une miette le défilé organisé par le club londonien du Portugais devant les médias pour s'excuser du geste effectué sur cet adolescent de 14 ans, joueur de l'association, des manœuvres perçues en interne à Paris comme une manière pour les Blues d'éviter une suspension à leurs joueurs. Dans le parking, lieu de retrouvailles souvent improbable des familles. Bon, on s'en fout, en fait, ça parle pas football. Cet article, ça me saoule. On va passer plutôt au match de Vicha Kvaratskhelia. Parce que pour le coup, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais c'est pas forcément des articles qui nous intéressent. Alors, avec son entrée en jeu tonitruante face à Chelsea, Vicha Kvaratskhelia relance le débat sur sa différence de niveau en Ligue 1 et en Europe. De nouveau dans un grand soir en Ligue des Champions mercredi contre Chelsea, Vicha Kvaratskhelia continue de cultiver une différence entre ses prestations nationales et européennes. Vicha Kvaratskhelia a de la glace dans ses veines, c'est le sens de la célébration empruntée par le Géorgien au meneur des Washington Wizards, D'Angelo Russell. Bras gauche tendu, main droite posée à la naissance du bras pour mimer une prise de sang. L'attaquant du PSG a par son doublé face à Chelsea en 8ème de finale aller de la Ligue des Champions démontré une nouvelle fois sa capacité à rester froid, sous pression et à avoir un impact dans les moments charnières. L'entrée déterminante de l'ancien Napolitain mercredi a peut-être changé la phase de la saison parisienne et alimenté l'idée qu'il y avait deux Gvara, celui qui se transcende en Ligue des Champions et celui qui peine à se faire violence en Ligue 1. Alors, là c'est un graphique comparatif, n'hésitez pas à venir voir sur Twitch. C'est un graphique comparatif, donc en Ligue 1, c'est 35 matchs joués, en Ligue des Champions, c'est 19, 2000 minutes jouées en Ligue 1, 1300 en Ligue des Champions. Et Vicha Kvaratskhelia a plus de buts en Ligue des Champions. Alors, en Ligue 1, c'est 8 buts, 6 passes décisives. En Ligue des Champions, c'est 9 buts, 6 passes décisives. 6 passes décisives pour le Géorgien. Et il est décisif toutes les 91 minutes en Ligue des Champions, alors que c'est 143 en Ligue 1. Ok, donc les tirs par 90 minutes, les dernières passes par 90 minutes, pourcentage de dribble réussi, pressing par 90 minutes, et des passes cassant les lignes. Donc, je vous laisse aller voir les stats. Ces dernières semaines, les prestations insuffisantes du Géorgien en championnat ont eu pour conséquence quelques reproches formulés en interne par certains dirigeants, coéquipiers ou entourage de joueurs, avec en guise de sanction ce statut de remplaçant face aux Blues lors d'une soirée comme il les affectionne tant. Dès que j'ai vu son visage quand il est entré, j'ai su, affirme Adel Shedli, l'adjoint de Willy Sagnol dans le staff de la sélection géorgienne. C'est un joueur qui a du caractère et de l'amour-propre. Il a dû être touché de ne pas débuter. Le premier but qu'il marque ne vient pas par hasard. C'est une situation qu'il travaille tout le temps avec nous et au PSG. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de joueurs capables de faire ça. C'est un phénomène. Pour changer son image, Kvaratskhelia s'est attaché les services d'une agence de communication ces dernières semaines afin de réussir à faire passer ses messages. Sans dénaturer son jeu, Gvara gagnerait parfois à lever la tête
pour se délester pour de bon de l'image de soliste qui lui colle parfois à la peau. Avec plus embêtant la réputation d'un joueur dont le degré de motivation fluctuerait en fonction de l'affiche. Shedlin n'adhère pas à cette thèse. La Ligue 1, c'est tactique physique, ça défend en bloc bas. C'est plus difficile pour un joueur du style de Vicha. Il est attendu, ses adversaires savent qu'il peut casser des reins, alors ils s'y mettent à 2 ou 3. Il précise quand même, lorsqu'on lui fait remarquer, que la meilleure version du Géorgien lors de l'Euro 2024 s'était produite contre un adversaire de prestige, le Portugal. En même temps, c'est là que tu vois les grands joueurs dans les grands matchs. Son entourage tenait aussi naturellement à défendre son poulain. Le jeu en Ligue des Champions et en Ligue 1 est différent, ce n'est pas le sien. Il se prépare et approche les matchs de la même façon, ce n'est pas une question de motivation. En Ligue des Champions, les rencontres sont plus ouvertes et plus dans la transition, ce qui correspond mieux à son profil, ce n'est pas le cas en France avec des défenses très basses. Donc voilà, est-ce qu'on a vraiment un Vicha Kvaratskhelia à deux visages, ou est-ce qu'en Ligue 1 c'est différent dans Ligue des Champions? Je vous laisse faire votre avis, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, pour moi, Vicha Kvaratskhelia, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, je veux le voir jouer, je trouve ce joueur assez exceptionnel. Et après, on a pas mal d'articles, pas forcément, on va aller sur l'article sur Thiago Pitarch, le joueur du Real Madrid, et après c'est plus des articles pas forcément sur le foot. Titulaire à 18 ans au Real Madrid, Thiago Pitarch, la promesse espagnole au bond inattendu. Thiago Pitarch, le milieu de terrain espagnol de 18 ans, titulaire mercredi avec le Real Madrid contre Manchester City en 8e de finale aller de Ligue des Champions, n'était pas forcément programmé à être lancé aussitôt. Un article de Damien Degore. Thiago Pitarch qui a fêté à 18 ans la première titularisation de son histoire en Ligue des Champions mercredi. Pardon. Avec le Real Madrid contre Manchester City, sera-t-il un nouvel exemple d'une Fabrica, le centre de formation madrilène? Performance mais dont les fruits ne mûrissent pas toujours longtemps au sein de l'équipe première. Face aux Sky Blues, le jeune milieu espagnol a plutôt épaté par son insouciance, sa personnalité et une activité constante. Il ne s'est jamais caché et même s'il a commis deux grosses erreurs, l'une en début de match avec une relance plein axe imprécise, l'autre à la fin avec cette perte de balle à 10 mètres de son but. Il a quitté ce 8e de finale aller de séance en diffusant une formidable publicité de la formation madrilène entreprise depuis une dizaine d'années. Quelques minutes après la victoire, l'entraîneur madrilène Álvaro Arbeloa insistait ainsi sur la prestation du jeune qu'il avait lancé chez les pros à Benfica le 17 février. Il faut valoriser ces joueurs qui n'ont pas coûté 30, 40 ou 50 millions d'euros, mais qui sont des enfants qui respirent le Real Madrid, qui en sont l'âme. Le manager espagnol glissait dans le lot Manuel Ángel Morán, qui a remplacé Pitarch à la 76e minute mercredi, mais aussi Raúl Asensio ou Gonzalo Garcia. Même s'ils sont restés sur le banc comme Pitarch avant eux, ces canteranos, comme on les appelle ici, ont marqué les esprits lors de leur première respectives avec les grands de la Maison Blanche avant de rentrer un peu dans le rang. Peu d'enfants du club peuvent se targuer d'une telle précocité. Est-ce que ce sera le cas de Pitarch? Lui est arrivé au club à 14 ans, un peu plus tard que Garcia, Asensio ou même Dani Carvajal. Plus jeune, il avait porté les couleurs de l'Atlético Madrid de U6 à U11, avant de prendre la direction du Rayo Vallecano, puis de Getafe U11 et U13, et de les gagner jusqu'en U14. À son arrivée au Real en 2023, Pitarch était un joueur doté d'une excellente technique et dynamique avec une grande capacité à se retourner et à s'arracher à des situations délicates. Il couvrait énormément de terrain, se rendait constamment disponible et participait activement au jeu. À cette époque, il était davantage identifié comme un 10 qu'un relayeur, puis au regard de sa capacité à couvrir l'espace, son dynamisme, son agilité et son jeu dans les petits périmètres, les formateurs l'ont davantage orienté avec ce rôle de 8. Il y a un moment de doute quant à sa progression, principalement parce qu'il n'était pas un titulaire indiscutable, explique-t-on en interne. Lors de sa première année à la Cantera, il s'est également mis beaucoup de pression, cherchant constamment à faire ses preuves et à gagner sa place, ce qui a parfois affecté ses performances. Malgré cela, au sein du club, il a toujours été considéré comme un joueur prometteur, un footballeur qui avait besoin de temps et de patience pour progresser. Un autre témoin rapporte l'idée a toujours été d'accompagner sa progression graduellement sans précipiter les choses, en ayant conscience que son développement viendrait avec le temps. D'ailleurs, l'année dernière, en raison des besoins de l'effectif et de blessures dans l'équipe des juvéniles A, la décision a été prise de le faire monter en catégorie et de commencer à l'intégrer dans un groupe d'âge supérieur. Eh ben, merci pour les 5 roses à Lisa Marie. Évidemment, les roses, les cadeaux du matin, ça fait toujours plaisir. Hein. Ça nous met de bonne humeur pour le reste de la journée. Donc, merci beaucoup.
Sous l'impulsion d'Arbeloa, Pitarch a donc fait un bond remarquable et plus ou moins inattendu en moins d'un an, effectuant tout de même quelques matchs avec la Castilla au passage. 9 jours avant la réception de City, le gamin avait déjà été titulaire lors de la victoire à Retafe. Sa première dans le 11 de départ des Merengues à 18 ans. À part Raoul qui a fait ses débuts en pro au Real à 17 ans, ils sont peu parmi ces enfants du club à pouvoir se targuer d'une telle précocité. La confiance que lui témoigne Arbeloa symbolise aussi la volonté du club de conserver ses meilleurs jeunes. D'autres cherchent à lui mettre la main dessus, des agents par exemple. L'été dernier, Pitarch a prolongé son contrat jusqu'en 2027. Depuis, plusieurs agents, dont certains bien implantés au Real, aimeraient l'enrôler. Il se murmure ainsi aussi que la fédération marocaine a un œil sur ce gamin, international espagnol U20, dont l'un des grands-pères était marocain. Donc voilà pour Thiago Pitarch. Alors il nous reste 3 articles, on va y aller rapidement. Je viens de penser que j'ai 2-3 choses à faire quand même juste après et que je vais devoir partir un peu plus tôt. Donc, rapidement, il y a une série Netflix qui va sortir sur Ronaldinho. Vous savez, alors pour ceux qui ne le savent pas, vraiment Ronaldinho, mon idole, hein, pour moi c'est le GOAT, hein, Ronaldinho, le Brésilien évidemment. Donc une série docu sortira le 16 avril sur lui. Ça a été annoncé. Ronaldinho, le seul et l'unique. Ronaldinho passé par le Paris Saint-Germain, le Milan AC, hein, vous voyez j'ai le maillot, bon c'est pas un maillot de Ronaldinho, mais pour moi c'est une légende du football, donc je vous inviterai à aller voir, hein, on en reparlera évidemment le 16 avril, à mon avis hein, je vais la mater d'un seul coup. Est-ce que je vais apprendre des choses, sachant qu'il y a... Il y a déjà pas mal de choses que je connais sur ce joueur. Je me suis un peu fait toute la documentation sur Ronaldinho. Mais voilà, on ira voir est-ce que la série est bien produite. Parmi les témoins qui interviendront, Lionel Messi, Neymar, Roberto Carlos, Gilberto Silva ou Carles Puyol. On rappelle Ronaldinho, Ballon d'Or 2005 hein, aussi. Donc je vous inviterai à aller la voir. Autre info, Marco Verratti et Lorenzo Insigne, enfants du club de Pescara, espèrent se maintenir en Série B. Bon dernier, Pescara reprend espoir grâce au retour de Lorenzo Insigne, un proche de Marco Verratti, copropriétaire de son club de cœur depuis l'été dernier. D'accord, donc Marco Verratti, il est copropriétaire de Pescara. Donc, on savait que Lorenzo Insigne était revenu dans son club. Marco Verratti, il est toujours en... Je sais pas exactement où il est. Je crois qu'il est toujours au Qatar. Donc voilà, en espérant qu'ils se maintiennent en série B, on leur souhaite, hein. Ils ont sorti quand même 2 beaux joueurs hein, de leur formation, cette équipe de Pescara. Et enfin, le nouveau maillot du Brésil, en collaboration avec Jordan. Ça fait un moment quand même que j'attends, vous savez, ma passion pour les maillots de foot. Ça fait un moment que j'attends un beau maillot du Brésil, les récents ont été plutôt moche, je trouve. Et donc voilà, ce nouveau maillot, vous pouvez le voir, ou sinon je vous invite à aller le voir hein, sur le site de la fédération brésilienne, ou peu importe, le nouveau maillot du Brésil en collaboration avec Jordan, que je trouve plutôt beau quand même. Hein, donc voilà. Pour ce maillot et cette revue de presse, je vais juste aller checker s'il y a 2-3 trucs qui sont sortis, ou sinon on va s'arrêter là. Ouais, on fait un petit quiz, comme ça on s'arrête à... On s'arrête à 11h40 et après on se laissera, je pense. Quotidien. On va faire le quiz sport, non? Mais le quiz sport, je crois que c'est sur ouais, sur plusieurs sports. On va faire la grille foot habituelle, hein, on la connaît. On va essayer d'être plutôt bon. Sur la dernière, on avait été assez mauvais quand même. Mais alors là, on va essayer d'être plutôt bon. Alors, grille foot, je vous le rappelle, 3 nationalités, 3 clubs. Et il faut trouver des joueurs qui correspondent. Donc, un Marseillais, un Français qui a joué à Marseille, donc on en a beaucoup. Sur qui aller? On va aller sur Eric Dimeco. Eric Dimeco, joueur de Marseille, français. Un Ivoirien ayant joué à l'Olympique de Marseille. Alors il y en a pas mal qui sont passés, mais on va aller sur Didier Drogba quand même. Je pense qu'il va pas rapporter forcément beaucoup de points. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs. 70 points, c'est déjà un peu plus. Et un Belge ayant évolué à Marseille. En ce moment, on a Vermiren. J'essaye de réfléchir si on a un autre joueur. Peut-être qui a évolué, un autre Belge qui a joué à l'Olympique de Marseille. J'en ai pas en tête. Si vous en avez dans le chat, hein, n'hésitez pas à jouer avec moi. Mais j'en ai pas forcément en tête là. Un défenseur, un milieu, un attaquant, un gardien. Non, on va aller sur Vermiren, hein.
Vermeeren. Arthur Vermeeren. Hop, un Français évoluant à Monaco. On va aller sur Ludovic Jouli. J'allais dire Jérôme Bretagne, mais j'aime pas trop Jérôme Bretagne, donc je vais aller sur Ludovic Jouli. 50 points, c'est très peu. On aurait pu aller sur plein d'autres joueurs, mais on veut que ça aille vite. Un Ivoirien évolué à Monaco. Yaya Touré. On peut aller sur Diomandé aussi. Pas Diomandé, Simon 10 grammes, pardon. Mais on va sur Yaya Touré. Et par contre, un Belge qui a joué à Monaco. Alors là, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais actuellement, on a Faes, je sais pas comment ça se prononce, qui joue à Monaco. Un Français jouant au LOSC, on pourrait aller sur Olivier Giroud, trop facile. Sur qui on peut aller? Bah, sur Florent Balmont. Hein. Bon là, c'était plutôt facile. Hein. Aujourd'hui, Balmont 50 points, évidemment. Sur les Français, c'est trop facile, il y en a tellement. Un Ivoirien, par contre, évoluant au LOSC, pour le coup, Salomon Kalou. Et oui. Et un Belge qui a évolué à Lille, classique, facile, Eden Hazard. 60 points. Bon voilà, un score de 600 points. Pas énorme, mais bon, ça a été plutôt bon pour nous. Et sur cette grille foot, on est classé 7 millième 755. On essaiera de les faire plus souvent, comme ça on montrera notre score. Je sais même pas si... Ah, c'est sur le général en plus. Je suis 7 millième avec 2520 points. Ok, il y en a, ils ont fait 900 points sur ça. Chapeau. Et sur le mois, je suis 3612e. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Désolé les amis, j'avais oublié que j'avais pas mal de choses à faire quand même. Donc, on va s'arrêter là. Normalement, demain, pas de live. Pas de live, à part si je rentre un peu plus tôt, ça sera peut-être dans l'après-midi. Mais ça m'étonnerait, je veux rien vous promettre. Par contre, normalement, dimanche matin, je pourrais être présent en live si je dis pas trop de conneries. Normalement, dimanche matin, je serai présent. Au pire, on se retrouve lundi. Mais normalement, dimanche matin, restez à l'affût. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés sur ce live. Que ça soit sur TikTok, merci à Lisa Marie évidemment pour les likes, 2965 likes, ça fait extrêmement plaisir. Merci aussi pour les cadeaux évidemment, le cœur sur toi, les roses. Merci à NoFace aussi qui est passé sur ce live qui a donné beaucoup de force. Donc merci beaucoup, merci à Cosby Show sur Twitch. Merci à tous en tout cas, passez une bonne fin de journée. Il est bientôt midi, donc un bon appétit et on se retrouve dimanche en espérant se retrouver dimanche en tout cas. N'hésitez pas à aller voir aussi la chaîne YouTube, tous les épisodes de Farmer League, la vidéo Ligue des Champions qui est sortie, la conférence de presse de Claude Puel et de Dante qui est disponible sur tous les réseaux sociaux et évidemment les plateformes de podcast. N'hésitez pas à me suivre de partout. Passez une bonne journée les amis et on se retrouve bientôt. Ciao ciao.